Donc, nous allons maintenant donner la parole à Denis et José-Marie qui vont vous donner une présentation qui vous permettra d'avoir un aperçu un peu plus large que ce qui sera donné dans la suite des séminaires, mais évidemment de façon moins approfondie sur tout ce qui peut se faire dans le périmètre de l'IMT en matériaux pour la transition environnementale. Et encore une fois, pour les questions, posez-les dans le système de conversation et on va les prendre en compte et on vous donnera la parole à quelques-uns. S'il y a 10 questions, on ne pourra pas à la fin de l'exposé. La difficile tâche d'ouvrir le colloque, mais c'est aussi un honneur, avec pour objectif de dresser un panorama des activités de recherche, bien entendu liées à la thématique du colloque. Donc, vaste programme, ambitieux. Donc, voici le sommaire très simple. Certaines des diapositives que nous allons présenter avec José correspondent aux activités de recherche qui seront détaillées au cours des 3 sessions, les 8, 15 et 22 octobre. Et donc, nous avons tout simplement gardé une structure identique à celle des sessions lors de cet exposé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, la recherche en matériaux à l'IMT, c'est qui et c'est où? Alors, c'est où? Pour la dernière question, c'est assez facile à la vue de la répartition géographique des centres. Nous sommes un peu partout. Peut-être faut-il faire un effort au centre de la France ou au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Bon, je pourrais proposer Arcachon, par exemple, c'est à discuter. Enfin, voici une vue, pour être plus sérieux, chiffrée du nombre de chercheurs et d'enseignants-chercheurs permanents, qui est de l'ordre d'un peu plus de 300, avec des activités qui couvrent toutes les familles de matériaux et l'ensemble de la chaîne de valeur et du cycle de vie des matériaux. Donc, on a séparé un petit peu les centres dédiés matériaux, spécifiquement dédiés matériaux, et les centres avec une activité matériaux. Voilà, on peut pratiquement doubler ce chiffre et même voir plus si, bien sûr, on tient compte des doctorants et des ingénieurs de recherche. Alors, on va définir maintenant le périmètre des matériaux. Les matériaux pour quelle ambition? Alors, tout d'abord, réduire ou limiter, notamment l'impact sur les ressources non renouvelables et particulièrement les éléments critiques, ceux qui ont un faible horizon temporel, les impacts extractifs, locaux notamment, le recours aux énergies fossiles génératrices de gaz à effet de serre et les émissions de produits toxiques et polluants. Et au contraire, on souhaite accroître ou favoriser, c'est un des objectifs, les économies d'énergie dans tous les secteurs, le stockage et la conversion de l'énergie. L'économie circulaire en réalisant des économies de matière dans les procédés et les produits. Quelle typologie donc pour les matériaux candidats? Suivant les 3 sessions, on va retrouver des matériaux stratégiques pour la production, le stockage et la conversion d'énergie, décarbonée et renouvelable, les matériaux innovants limitant les transferts thermiques pour la première session. Et donc, on trouvera beaucoup d'applications, par exemple, pour les piles à combustible. Pour la deuxième session, les matériaux remplaçant d'autres matériaux en générant des économies de matière ou d'énergie notables à niveau de performance comparable ou plus élevé. Et enfin, les matériaux à forte durabilité ou fin de vie contrôlée. Pour la troisième session, les matériaux biosourcés et ou biodégradables. Donc, on va trouver là des matériaux intrinsèquement vertueux du point de vue de leur empreinte environnementale tout au long du cycle de vie, ainsi que des matériaux intégrés dans des approches d'économie circulaire. Alors du coup, sur ces 2 derniers points, et pour conclure cette introduction, nous souhaitons clarifier ce que nous entendons par matériaux pour la transition environnementale pour ce colloque. Donc voici un schéma qui présente le cycle de vie du matériau. Donc vous voyez 5 étapes. Dans la définition même de l'éco-matériau, on trouvera dans la littérature souvent que ces éco-matériaux laissent sous-entendre que les étapes 1 et 2 sont les étapes clés, c'est-à-dire l'éco-conception et de l'élaboration de la mise en œuvre, qui rentrent en compte pour définir un éco-matériau. Alors nous avons fait le choix d'étendre la notion d'éco-matériaux, stricto sensu, à l'étape 4, c'est-à-dire que l'argument est tout à fait simple, c'est-à-dire que les activités de recherche sur les matériaux élaborés et mis en œuvre de façon classique peuvent également conduire à une amélioration tout aussi significative de leur empreinte environnementale. Par exemple, la gain de masse,
une durabilité. Et donc, nous les avons bien sûr intégrés dans le colloque. On va passer à la première session, les matériaux pour la transition énergétique. Et les premiers travaux que nous souhaitons mettre en valeur portent sur la valorisation de la biomasse. La biomasse, donc, contenant du carbone biodégradable, tels que les végétaux, les bois, ainsi que les déchets sans carbone biodégradable, le carbone fossile. Et ces travaux sont conduits par le Centre Rhapsody de l'IMT Minalbi. Alors, sur le premier point, sur la première partie de la planche, ici, celle du haut, l'idée première est de transformer par conversion thermochimique la biomasse pour tendre vers des structures graphéniques. Vous savez que le graphène est un matériau cristallin, très léger, bien plus que le cuivre, avec des propriétés électriques et thermiques assez exceptionnelles. Donc on va trouver de nombreuses applications en microélectronique, notamment pour les batteries de téléphone, avec l'objectif d'allonger les durées de fonctionnement, on parle aujourd'hui d'un facteur 10, et de gagner en rapidité de chargement. Donc un potentiel très important pour ce matériau. Dans la partie basse de la planche, un second exemple, des activités de Rhapsody, la valorisation des déchets carbone fossiles par pyrolyse, avec l'objectif de mettre en œuvre des céramiques avec des propriétés thermiques contrôlées, avec des grandeurs ρ Cp sur lambda tout à fait intéressantes. On va présenter également les activités du centre Percé de mines ParisTech. Ces activités concernent essentiellement la synthèse de nouveaux matériaux, leur mise en œuvre et leur caractérisation. Donc les travaux menés sont largement dédiés aux nanomatériaux. Donc la palette élaborée concerne principalement des oxydes métalliques, des oxydes de silicium, des oxydes de titane, du SNO2, les carbones nanostructurés également, les noirs de carbone, les nanotubes, les fullerènes, ainsi que les aérogels de carbone. Et plus récemment, les matériaux biosourcés, la cellulose et les dérivés argiles. Donc le panel d'application que l'on va décliner sur les trois prochaines planches, le panel d'application considéré concerne essentiellement la conservation, la conversion et 1 degré moindre, le stockage de l'énergie. Alors un premier exemple, alors je ne vais pas forcément décrire toute la planche, mais un premier exemple, les activités sur les matériaux pour la superisolation thermique. Les aérogels de silice, qui présentent une conductivité thermique jusqu'à 2 fois plus faible que celle de l'air libre. Et à ce jour, d'ailleurs, ce sont les matériaux solides les plus isolants. Donc cette propriété exceptionnelle résulte dans la combinaison du confinement de l'air dans les nombreuses porosités que vous pouvez voir sur les photos ci-jointes, ainsi que de la tortuosité de leur squelette finement nanostructuré, de leur densité relativement faible. Donc Percé travaille depuis de nombreuses années sur cette classe de superisolants, avec comme principale application les enveloppes de bâtiments faiblement déperditives. Par ailleurs, et parallèlement à ces travaux sur ces silices superisolantes, des recherches ont été entreprises dans la sphère organique, cette fois-ci, afin de développer des systèmes sol-gel permettant d'améliorer le comportement mécanique de cette classe de superisolants, sans pour autant nuire à leur très faible niveau de conductivité thermique. Deuxième exemple, les matériaux pour le stockage et la conversion électrochimique. C'est là où l'application pile à combustible va être déclinée. Alors les piles à combustible à basse température souffrent de limitations, notamment liées aux chutes de potentiel engendrées aux électrodes. Donc il s'agit là d'un véritable verrou technologique dans l'amélioration des performances et dans la diminution du coût de ces piles. Donc l'objectif ici est d'autoriser un fonctionnement des piles à combustible à membrane polymère, électrolyte polymère, à plus haute température. Donc augmenter cette température permettra entre autres de réduire la taille des systèmes de refroidissement ou encore de limiter les problèmes d'empoisonnement du catalyseur. Donc cela nécessite de développer des membranes alternatives au Nafion, largement employées aujourd'hui. Et donc l'objectif de ces travaux est donc de préparer et d'évaluer des membranes composites de type Nafion sépiolite, donc là, qui sont capables de fonctionner à plus haute température. Dernier exemple pour le centre Percé, un des mots-clés de cette planche, c'est la synthèse, les recherches sur le craquage d'hydrocarbures à très haute température pour la cosynthèse en phase gazeuse de noir de carbone et d'hydrogène. Donc ces travaux se sont focalisés sur la synthèse de noir de carbone conducteur pour application électrochimique,
à partir d'une grande variété de précurseurs hydrocarbonés, notamment de précurseurs renouvelables, les biohuiles. Donc la technologie plasma permet également la synthèse d'une très large gamme de nanomatériaux, notamment les fullerènes, les nanotubes de carbone, les matériaux qui présentent également de nombreux potentiels applicatifs dans le domaine du stockage et de la conversion d'énergie. Les recherches sur les piles à combustible sont également menées au Centre des matériaux à Évry de Mines ParisTech, et ces travaux concernent l'ingénierie, l'optimisation d'interfaces électrode-électroniques de piles à combustible haute performance. Donc, ces travaux visent à optimiser la géométrie de l'interface entre la cathode, l'électrolyte et l'anode d'une pile à combustible à oxyde solide, avec pour objectif d'augmenter les surfaces d'échange aux interfaces. Donc, vous voyez sur la figure 1 les recherches sur la géométrie de l'interface. Donc, vous pouvez voir également les effets de l'optimisation des interfaces sur les courbes de performance que vous voyez en figure 4 et en figure 2, avec un gain indéniable lorsque l'interface est architecturée, ce que vous pouvez voir sur la figure 3. La corrugation des interfaces conduit donc à une augmentation du nombre de sites réactionnels qui favorise le transfert des charges et diminue ainsi fortement les surtensions, ce qui est recherché dans les piles à combustible. Un autre exemple de matériaux pour la transition énergétique, donc le département électronique flexible du Centre de microélectronique de Provence développe des activités portant sur des systèmes électroniques imprimés hybrides. Donc l'essentiel des travaux est mené autour de systèmes électroniques communicants imprimés sur substrat flexible, donc on a besoin de substrats avec des propriétés mécaniques très contrôlées. Il s'agit de développer des objets ayant une capacité à rentrer en contact avec leur environnement et avec une certaine autonomie énergétique et capable de communiquer avec un réseau de capteurs sans fil, c'est-à-dire les systèmes embarqués. Donc l'essentiel des travaux sur les matériaux porte sur les interconnexions pour l'électronique, avec des objectifs de flexibilité, de miniaturisation des dispositifs et notamment des micro-batteries. Alors sur ces micro-batteries, les recherches sur les matériaux pour le stockage de l'énergie sont essentiellement portées sur les LNMO, les lithium, nickel, manganèse oxyde, les nanotubes de dioxyde de titane, ainsi que des électrolytes à base de polymères. Et là, on trouve un exemple de réalisation, un exemple de réussite pour une collaboration avec l'IMT Atlantique, la première lentille de contact autonome intégrant une micro-batterie flexible. Toujours à Mines Saint-Étienne, ces travaux sont réalisés donc par le centre SMS. Ce sont des revêtements thermoactifs pour la réduction de la consommation énergétique des bâtiments. Donc, ces revêtements thermoactifs nanostructurés pour le contrôle passif de l'émissivité des surfaces reposent notamment sur le développement d'une peinture composite renfermant des particules d'oxyde de vanadium. Donc, ces travaux ont pour ambition de combiner une composante matériaux intelligent, smart material, et une composante surface fonctionnelle dans le but d'élaborer un revêtement à émissivité variable contrôlée. En d'autres termes, l'objectif est de combiner un revêtement de peinture thermoactive à de la nanotexturation de surface. La peinture thermoactive permet de moduler la température apparente de l'objet, dans la journée par exemple, en fonction des conditions opérationnelles de température. Et la nanotexturation permettra de générer des matériaux ayant différentes émissivités, c'est-à-dire différentes températures apparentes. Vous voyez ici, en fonction de la longueur d'onde, les transmittances, et en fonction de l'angle d'incidence, également le spectre de réflectance. Donc je laisse pour la suite la main à José-Marie. Bien, bonjour à tous. Je vais continuer à vous parler des thèmes relatifs à cette session. Je vais tout d'abord vous parler du projet Hunter, qui est un projet qui a été développé à IMT Minales. Alors c'est un projet qui a visé à développer des matériaux d'électrodes qui permettent de générer des courants additionnels
lorsque des milieux aqueux sont mis sous tension, mais sans électrolyse. Et dans ce type de projet, des substances modèles ont été utilisées, et notamment l'hydroquinone. L'hydroquinone a simulé des substances que l'on peut trouver dans des eaux usées, qu'on peut trouver également dans des eaux de stations d'épuration. Et le principe de la méthode consiste à pouvoir obtenir des courants additionnels à partir de processus électrochimiques. Donc vous avez une figure qui vous donne, avec différentes compositions d'hydroquinone, la quantité de courant additionnel qui est générée, et la formule du bas. Alors je ne sais pas si vous la voyez complètement, parce que moi j'ai un rectangle gris qui apparaît sur une partie de ma diapo, et vous avez donc l'efficacité génératrice du procédé par rapport au rapport entre le courant additionnel sur le courant obtenu dans de l'eau pure. Alors, suivant, s'il te plaît. Alors, je vais maintenant passer au projet qui concerne la session 2, obsolescence des systèmes et maîtrise de la durée de vie. Suivante. Alors, le premier projet que je vais présenter concerne des travaux qui sont développés donc à Mines Saint-Étienne. Et parmi les démarches éco-responsables, le super cyclage qui est développé par Jenny Faucheux vise à ouvrir de nouveaux champs pour des matériaux de seconde vie. Alors, ces matériaux de seconde vie sont issus de biens de consommation, mais également de chutes et de rebuts de produits haut de gamme, tels que des textiles de maisons de mode ou des cristaux. Donc il s'agit dans cette approche de maximiser des valeurs ajoutées, mais en justifiant chaque étape de transformation par un bénéfice. Alors ce bénéfice va être mesuré, évalué et qualifié. Et ce type d'approche est à même de pouvoir générer de nouveaux savoir-faire qui devront être internalisés, mais en rapport avec les investissements qui seront eux-mêmes mis en œuvre. Suivant. Des travaux sur le recyclage des polymères sont menés dans différentes équipes de recherche de l'IMT. Ces travaux concernent des problématiques de valorisation et plus précisément de recyclage. Alors, recyclage de polymères, composites, renforts également, renforts présents dans les composites qui peuvent être de différentes natures. Alors, Minales s'est intéressé à l'incidence du vieillissement naturel et accéléré sur ce qu'on appelle des WPC, comportement mécanique, également la durabilité de ces WPC. Donc, ce sont des plastiques composites polypropylène, farine de bois. Et ce que l'on constate également dans le cadre de cette étude, ce sont des évolutions de la cristallinité du polypropylène au cours de la vie du vieillissement qui vont conditionner les propriétés ultimes. Donc dans cette étude, on s'est particulièrement intéressé aux propriétés ultimes. Et ce que l'on constate, c'est qu'une chute des propriétés mécaniques ultimes est généralement constatée après vieillissement, alors que ce soit du vieillissement naturel ou du vieillissement artificiel. Donc pour certaines propriétés, c'est plus marqué, pour du naturel d'ailleurs. Et par contre, ce qui est intéressant à montrer, et c'est un des résultats importants de l'étude, c'est que comme le vieillissement, à partir du moment où il n'est pas trop prononcé, va affecter les couches de surface, il est possible de régénérer ces matériaux par retransformation en injection moulage, mais aussi en intégrant des agents d'interface dans certains cas. Donc vous pouvez constater sur la figure où vous avez un cycle vert, vous pouvez constater qu'une restauration partielle des propriétés ultimes peut être obtenue donc après injection, moulage, retransformation. Suivante, s'il te plaît. Un autre projet qui a été mené par IMT Minales concerne la valorisation de compteurs Enedis. Donc c'est un projet qui a été mené dans le cadre d'une thèse avec Enedis et une société spécialisée dans le recyclage qui s'appelle APR2. L'enjeu est considérable puisqu'il s'agit d'aller recycler 35 millions de compteurs.
nous avons travaillé sur des échantillonnages en privilégiant des compteurs comportant des résines phénoplastes. Des travaux ont été effectués sur la valorisation de la bakélite comme charge dans des thermoplastiques. Donc celle-ci a été triée, elle a été micronisée avec différentes tranches granulométriques pour être ensuite retransformée avec du polypropylène en extrusion bivis. Et on obtient des propriétés mécaniques qui sont intéressantes, mais à condition d'utiliser des agents de couplage, ce qui permet d'obtenir une charge qui va être plutôt renforçante. Et par ailleurs, d'autres caractéristiques ont été évaluées, particulièrement la réaction au feu, donc mesurée à l'aide d'un cône calorimètre, où on se rend compte que finalement nous obtenons avec des phénoplastes des comportements au feu qui sont similaires à ceux que peuvent apporter des charges minérales dans le polypropylène. Suivante, s'il te plaît. Merci. D'autres équipes de recherche travaillent également sur ce thème de recyclage de matières plastiques composites et particulièrement IMT l'île d'Ouai. Cette équipe a travaillé sur des composites vert carbone en fin de vie, également des rebuts de production. C'est un projet qui a été mené avec différents partenaires également, donc Arkema, le CREPIM qui est un centre technique du nord de la France, notamment Canoë qui est en région Aquitaine. Ces déchets sont réincorporés dans une matrice hélium développée par Arkema. Et par ailleurs, là aussi, on va trouver une formulation inifugente qui a été développée par les partenaires. Et par rapport à ce projet, il y a une possibilité de pouvoir réincorporer ces déchets, ces rebuts dans d'autres polymères, alors qu'on peut observer en bas de la diapo notamment de l'ABS et du polycarbonate. Suivante. Alors Sigma Clermont s'intéresse également au cycle de vie des polymères, avec en particulier des travaux sur le lien photodégradation-biodégradation, également par la réalisation de photo-oxydation contrôlée, ce qui permet de développer des procédés de photo-raffinerie. Alors l'équipe de recherche participe à 2 projets européens et elle est coordinatrice de l'un d'eux, Terminus, et il s'agit des emballages multicouches avec des processus par voie enzymatique. Donc un autre projet concerne la conception de matériaux 100% biosourcés et recyclables avec des traceurs. Également, l'équipe s'intéresse à des projets qui concernent le relargage de microplastiques dans l'environnement et particulièrement avec Michelin des micro-particules de caoutchouc. Suivante. Alors précisément, concernant les caoutchoucs, une autre équipe travaille sur la régénération des caoutchoucs et particulièrement de caoutchoucs techniques. Alors, ces caoutchoucs techniques peuvent être réintroduits dans le cycle de production et remplacer des matières premières. C'est ce qu'a développé Edith Pevrel-Didier avec son équipe au CMF à Sopia Antipolis. Donc là, il s'agit d'un procédé qui est purement mécanique. Ce procédé est appelé Ice Shear Mixing. Et donc, il s'agit de comprendre l'effet de différents paramètres du process sur la microstructure et déterminer des conditions optimales qui permettent de réaliser donc de nouveaux objets, de réintroduire ces particules de caoutchouc qui vont être traitées, qui vont être fonctionnalisées pour les réintroduire dans la production de matières techniques. Alors, suivant. Un autre thème concerne des recyclages ou de la régénération de renforts.
Alors, il s'agit notamment de renforts carbonés, des fibres de carbone, et le procédé qui est mis en œuvre par un consortium qui comprend trois écoles, hein, Mines Saint-Étienne, Albi, Alès. C'est un consortium qui a été monté dans le cadre de projets européens qui sont en cours de consolidation. Le procédé de base qui permet de récupérer les fibres de carbone est un procédé de vapothermolyse. Ce procédé permet de récupérer des fibres qui vont être relativement, mais qui présentent des aspects de surface qui sont relativement intéressants en termes de possibilités de réincorporation. Donc ces fibres qui sont régénérées sont caractérisées en termes de composition de surface. Par la suite, ces fibres sont réincorporées dans des matrices. Là, on va retrouver différents types de matrices thermoplastiques ou des nouveaux types de matrices qui peuvent être développés par un certain nombre de partenaires industriels. Et l'un des intérêts de ce projet, c'est de pouvoir aussi essayer de monitorer le comportement des composites lors de l'utilisation. Un des volets du projet consiste à intégrer des capteurs électromagnétiques à l'intérieur des composites en vue de pouvoir maîtriser leur durabilité en service. Alors, suivante. Alors, je vais passer maintenant à trois projets. Alors, trois projets qui sont liés à un objectif qui est celui de l'Institut Carnot Mines dans le cadre du projet fédérateur qui est proposé chaque année avec l'abondement Carnot. Et ce projet fédérateur, en fait, englobe trois sous-projets et on a décidé de privilégier cette année le thème du recyclage des polymères et composites. Alors, si on décrit maintenant ces trois projets, le premier concerne l'intention de réincorporer un maximum de résines recyclées dans des résines PET pour refaire des bouteilles. Il s'agit de développer différentes approches environnementales, notamment ce qui concerne l'aptitude au formage de ces nouvelles matières. Également d'étudier les propriétés physico-chimiques de ces matières. Et dans ce cadre, des approches numériques sont également mises en œuvre, avec notamment des jumeaux numériques en production. Il y a donc une étude qui est véritablement globale, qui permet d'aborder l'ensemble du cycle de vie de ces matières, intégrant des matières recyclées en cherchant à maximiser leur taux. Suivante. Alors, deuxième projet. Alors, ce deuxième projet également est mené par un consortium entre plusieurs écoles. Et la question de base est de savoir comment recycler des textiles multicomposants. Peut-on obtenir des matériaux à haute valeur ajoutée à partir de ces textiles usagés? Et la cible dans cette optique est de pouvoir obtenir des celluloses qui vont avoir des caractéristiques particulières. Alors, ces celluloses vont être dissoutes en utilisant des solvants intelligents, par exemple des liquides ioniques. Et ces celluloses vont être ensuite mises en forme sous forme de billes poreuses, de manière à obtenir des aérogels pour des applications à haute valeur ajoutée, particulièrement pharmacie, cosmétique, mais également dans le domaine des agrotechniques et des emballages. Par ailleurs, la laine peut également permettre de réaliser des aérogels, et en ce qui concerne le polyester, qui va être également séparé à la suite de ces procédés d'utilisation de solvants, le polyester va être réutilisé pour mettre en œuvre des composites. Suivante. J'en viens maintenant au troisième projet.
Alors, il s'agit d'un projet qui vise à élaborer des biocomposites. Alors, des biocomposites à partir d'alliages de biopolyester de différentes natures qui vont être renforcés par des fibres naturelles. Ces fibres seront modifiées par différentes techniques et notamment des techniques plasma. L'intégration également de charges fonctionnalisées. Et l'une des caractéristiques de ce projet est d'étudier la recyclabilité de ces composites biosourcés, de pouvoir évaluer également leur cycle de vie à l'aide d'un certain nombre de méthodologies, et particulièrement des méthodologies d'analyse environnementale et d'analyse de coûts. Il est important de noter que les processus de recyclage seront effectués à partir d'une simulation de la vie utile par des process de vieillissement qui seront notamment réalisés à Clermont-Ferrand dans l'école Sigma. Suivante. Je reprends la main, José. Ah voilà, je vais te passer la main maintenant. Merci, José. Donc, nous passons maintenant aux matériaux métalliques avec une première série d'études qui visent à augmenter la durée de vie des alliages métalliques en service. Et là, effectivement, nous être totalement. C'est vraiment une thématique historique. C'est vraiment un thème générique, commun à Mines ParisTech, à Mines Saint-Étienne et à l'IMT Mines Albi, à l'Institut Clément Ader. Donc les deux exemples que l'on va montrer sur cette planche ces travaux sont menés à Mines Saint-Étienne, au centre SMS, par Frédéric Christian. Tout d'abord, des études sur la fragilisation par l'hydrogène que vous voyez ici et l'amélioration donc de la résistance à la fragilisation par l'hydrogène qui est améliorée sur la figure que vous avez en haut à gauche, c'est-à-dire par galtage, qui est une méthode d'écrouissage sous l'effet de la pression exercée par des galets en rotation. Donc maîtriser cette résistance à la fragilisation par l'hydrogène est primordial dans la définition des nouveaux matériaux, notamment pour le stockage, alors les matériaux métalliques, hein, pour le transport et le stockage de l'hydrogène, mais également et surtout pour examiner la fragilisation potentielle des matériaux déjà en service, comme par exemple les aciers utilisés dans les réseaux de gaz naturels, pour lesquels l'injection d'hydrogène pourrait être utilisée à des fins de combustion. Alors c'est déjà le cas en Allemagne, puisqu'aujourd'hui on a commencé à introduire 5% d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel. Un deuxième exemple sur le bas de la planche concerne la résistance à la corrosion généralisée. Donc ici, vous voyez qu'une mise en œuvre par fabrication additive améliore la résistance à la corrosion. Alors ici, ces travaux ont été menés donc sur des aciers inox conventionnels et on voit sur la photo du bas que après fabrication additive, eh bien, on supprime les sulfures, les inclusions de sulfure qui n'ont pas le temps de se former au cours de la solidification rapide. Et donc, ça améliore. Cet effet-là a tendance à améliorer la propriété de corrosion, de résistance à la corrosion généralisée. Un deuxième exemple qui concerne la durabilité des matériaux trouve son origine dans les nombreuses recherches actuelles pour la mise en point de techniques de fabrication additive. Cette planche illustre les travaux qui seront présentés par Helmut Glocker de Mines Saint-Étienne sur l'intérêt de la technologie WAM, le Wire Arc Additive Manufacturing, ou encore la fabrication additive arc-fil. C'est une technique qui permet donc, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche, un apport de métal alors liquide, un apport contrôlé, localisé, et ainsi on peut construire des murs. C'est ce que vous pouvez voir au centre. Par plusieurs passes. Ces murs peuvent être usinés, on obtient des pièces plus ou moins volumineuses, vous pouvez voir en bas assez facilement, et ça, effectivement, ça a beaucoup d'applications, ça intéresse beaucoup le secteur de l'aéronautique, parce qu'évidemment, ça améliore grandement le fameux ratio buy to fly, qui passe à peu près d'un facteur 10 pour la mise en œuvre conventionnelle à un facteur de moins de 2 avec cette technique. Mais une des applications tout aussi intéressantes concerne la réparation de pièces endommagées par rapport de métal, donc avec pour objectif d'augmenter ou plutôt prolonger la durée de vie des pièces plutôt que de les remplacer. Donc cette technique permet aussi de réparer les pièces.
Enfin, soulignons les travaux sur cette technique réalisés par Mines Paris-Tech, le Centre des matériaux et le CEMEF, l'IMT Minalbi, l'Institut Clément Ader, en collaboration avec la société Polychep, qui est une spin-off issue de Mines Paris-Tech. Ces travaux concernent notamment la modélisation du process et son implémentation dans un code de calcul par élément fini. Je vais maintenant passer sur les matériaux, sur la troisième session, les matériaux haute performance à faible impact environnemental. Et nous allons débuter cette troisième partie par la présentation de travaux menés à Mines Paris-Tech, au CEMEF, par l'équipe bio, sur les bioaérogels, et particulièrement par Tatiana Butova, qui a obtenu la médaille d'argent CNRS en 2020 pour ses activités de recherche. L'objectif est ici de mettre au point de nouveaux aérogels à base de polymères biosourcés, avec des procédés de fabrication totalement propres, sans aucune substance toxique utilisée. Donc ces aérogels sont des polysaccharides, on trouve de la cellulose, de l'amidon, de la pectine, qui ont des bonnes propriétés mécaniques, des faibles densités et des très hautes surfaces spécifiques, avec de nombreux pores internes, ce que vous pouvez voir sur la photo de l'aérogel de pectine montré ici. Alors par exemple, les aérogels de pectine sont des super isolants thermiques. Notons que la pectine se trouve dans les écorces d'agrumes, les oranges, les citrons, donc ce sont des déchets après la préparation de jus, donc on peut imaginer l'extraction de pectine à partir de ces déchets et leur utilisation dans la fabrication de ces aérogels. Notons également les aérogels à base de cellulose. Le nouveau projet Carnot propose l'extraction de cellulose de déchets textiles et ainsi la fabrication des aérogels. Et dernier point, et Tatiana vous en dira plus le 22 octobre, d'un point de vue académique, et donc à plus moyen terme, l'impression 3D de bioaérogels et l'évaluation de leur utilisation en tant que pansement libérant des médicaments est une des activités, une des ambitions de recherche actuelle. Alors sur ces matériaux haute performance, vous savez qu'un moyen de réduire considérablement l'impact environnemental des matériaux, notamment dans le secteur du transport, est d'alléger les structures. Plus léger, c'est moins de kérosène, moins de consommation de kérosène, moins d'émissions polluantes, moins de bruit, parfois un allongement de la durée de vie des matériaux. Et la fabrication additive est l'une des technologies de pointe pour arriver à ces fins d'allongement. Nous trouvons des travaux de recherche dans des multiples centres de l'IMT Lille-Douai, IMT Alès, IMT Albi, Mines Saint-Étienne et bien sûr Mines Paris-Tech. Ce sont des travaux du centre de matériaux que nous illustrons sur cette planche, dans des travaux menés à Évry. Ces travaux visent à améliorer le rendement des turbines à gaz. Vous savez que les aubes de turbines sont les pièces les plus chaudes d'un moteur et sont soumises à des fortes contraintes mécaniques et environnementales, le fluage, la fatigue, la corrosion et l'oxydation. Donc il est envisagé d'augmenter la température de combustion au-dessus de 1500 degrés environ et donc d'utiliser des matériaux stables. Il faut absolument que les matériaux soient stables à ces températures, ce qui exclut évidemment la solution base nickel. Donc vous pouvez voir les multiples avantages du passage à une solution céramique par rapport à une solution métal. Donc une réduction de masse de 50%, des températures de fonctionnement augmentées de 150 degrés, une meilleure résistance à l'oxydation et une résistance au fluage accru. Et autre point important que vous voyez sur la partie droite de la planche, l'apport d'une mise en œuvre par fabrication additive. En effet, le résultat d'une solidification rapide est obtenu. Ici, on le voit sur la microstructure que vous avez en bas. C'est une microstructure eutectique qui est beaucoup plus fine que celle que vous avez au centre. Et donc, là, on a bien des caractéristiques mécaniques qui sont bien optimisées. Je continue sur l'allongement. Nous trouvons des travaux qui sont tout à fait communs, encore une fois, dans leurs objectifs au Centre des matériaux à Évry et à l'Institut Clément Ader de l'IMT Minalbi, pour le secteur de l'automobile, avec le développement à Évry d'acier médium manganèse, donc qui sont dans ce fameux diagramme allongement à rupture, résistance maximale à la traction que vous pouvez voir à gauche, moins bons que les tuiles posténitiques à eau carbone et eau manganèse, mais qui sont meilleurs sur un point, sur leur densité, et donc là, on arrive à abaisser la masse des pièces, donc pour ce secteur automobile. Et à droite, des travaux pour le secteur aéronautique et le développement d'acier maraging inox,
Donc ce sont des aciers avec multiprécipitation, avec plusieurs phases en coexistence. Et là, on a vraiment des travaux en cours sur la métallurgie pour optimiser la métallurgie de ces aciers. L'objectif est là d'avoir un meilleur compromis de ténacité, résistance mécanique. Là, c'est vraiment d'aller vers la droite et vers le haut, de façon à limiter le volume de la pièce à propriété mécanique équivalente, à compromis de propriété équivalent, et du coup réduire sa masse. On trouve également dans les centres de recherche des travaux sur l'environnement pour la réduction notamment de la teneur en cobalt. Et là encore, nous avons des travaux parallèles menés sur des aciers pour ardre de turbine en collaboration avec la société Aubert et Duval et Safran à l'IMT Minalbi, une collaboration aussi avec Mines Nancy, pour réduire la teneur en cobalt. Donc, vous voyez que les aciers très haute résistance pour ces arbres de turbine, les aciers américains sont passés de 8% à plus de 15% de cobalt en une petite trentaine d'années, une grande trentaine d'années, alors que les travaux que nous avons menés dans le cadre de ce programme ANR a permis de réduire la teneur en cobalt à moins de 6%. Vous savez que le cobalt est un matériau qui, aussi bien du point de vue de son extraction que de son recyclage, est un matériau critique. Et à droite, des travaux beaucoup plus en amont menés par Mines Saint-Étienne, qui conçoit de nouveaux alliages, et évidemment avec les impératifs, par exemple pour le nucléaire, où là, la teneur en cobalt peut être strictement nulle. Et puis, nous trouvons aussi des travaux pour diminuer les éléments volatiles dans les alliages aluminium, pour la sécurité des procédés, pour l'efficacité sanitaire, notamment pour les poudres, pour la fabrication additive, notamment pour donc les technologies WAM et SLM. Voilà, je repasse la main à José pour la fin de l'exposé. Merci Denis. Je continue à vous parler de matériaux haute performance, et dans cette catégorie, on peut aussi rencontrer des composites renforcés avec des fibres naturelles, et notamment des composites biosourcés ou biodégradables, donc avec des fibres de lin. Et ces composites comportent également des nanofibres biosourcées, ce qui fait que différentes phases vont coexister à l'intérieur du matériau pour assurer un niveau de performance très élevé. Donc c'est le cas de projets qui ont été réalisés dans un cadre interrégional par Mines l'île d'Ouai, IMT l'île d'Ouai, pardon. Ces projets ont été réalisés avec différents partenaires du Benelux, mais également de Grande-Bretagne. Nous pouvons noter également l'utilisation de résines, de nouvelles résines, des résines benzoxazines qui ont été développées par Materia Nova à haute résistance, et qui permettent une utilisation dans l'aéronautique et le ferroviaire. Alors les durabilités de ces matériaux ont été testées, et particulièrement pour les composites renforcés avec des fibres et des nanofibres. Ils ont été étudiés en termes de dégradation en milieu marin. Suivante. Alors pour terminer avec cette troisième session, la recherche de haut niveau de performance peut aussi concerner l'élimination de contaminants dans l'air intérieur. Et c'est ce qui a été réalisé dans le cadre du projet Horizon 2020 NanoGuard 2AR par Alexis Estratov et son équipe. Il s'agit de matériaux base alumine, billes d'alumine, qui sont recouvertes par différents types de constituants, alors notamment des oxydes de manganèse, des oxydes de zinc, qui vont avoir des textures tout à fait particulières. Certains de ces oxydes peuvent être dopés, modifiés, ce qui fait que l'action sur les micro-organismes va être exacerbée, avec deux types de mécanismes qui sont mis en œuvre. Donc un premier mécanisme qui est un mécanisme de catalyse-oxydation, et puis un deuxième mécanisme qui est plus un mécanisme
basé sur un comportement mécanique de ces supports. Alors, ce que vous pouvez voir, j'espère que vous le voyez en bas à droite, vous avez une texture en forme de rosace d'oxyde de zinc, et avec des arêtes relativement aiguës et qui permettent de détruire mécaniquement des micro-organismes. Alors, ce type de process a ensuite été étendu grâce à une échelle pilote. Donc, vous avez un schéma d'un réacteur tubulaire. Suivante. Je vais passer maintenant à la synthèse et à la conclusion. Donc, en résumé, les centres de recherche de l'IMT couvrent un large spectre de thèmes matériaux pour la transition environnementale. Alors que ce soit pour la transition énergétique, mais également l'allègement, les économies de matière, la réparabilité, et plus généralement l'amélioration des cycles de vie. Donc vous avez un certain nombre de thèmes qui sont mentionnés et qui sont naturellement en rapport avec ce qui a été présenté précédemment et qui va donner lieu à des présentations dans les sessions suivantes au cours du mois d'octobre. Suivante. Alors nous avons bien sûr des domaines qui ne sont pas couverts. Nous disposons cependant de collaborations qui nous permettent de compléter nos compétences à l'intérieur de consortiums. Donc on peut citer un certain nombre de thèmes qui ne sont pas couverts ou couverts de manière incomplète par les partenaires IMT et les écoles IMT. Donc, ce qui fait que nous recherchons également des partenariats externes, des entreprises, mais également des partenaires académiques en France et à l'étranger. Suivante. Donc, en conclusion, il est aussi important de mentionner, et compte tenu de l'importance de l'Institut Carnot Mines, dans le top 5 des instituts Carnot, que nous travaillons en partenariat très étroit avec l'industrie. Nous avons déployé de nombreux partenariats et stratégies fédératives, et notamment grâce à la thématique phare IMT matériaux de performance écomatériaux. Madame Gauthier a cité également d'autres thématiques phares qui également peuvent s'inscrire dans la transition environnementale. L'objectif est notamment de pouvoir répondre à des appels à projets nationaux et européens. En particulier, nous pouvons considérer que nous sommes très bien positionnés pour répondre à des appels européens qui conjuguent matériaux, environnement. Naturellement, le Green Deal avec des domaines 3 et 4 sur l'économie circulaire, l'énergie, et puis l'ensemble des appels à projets Horizon Europe, notamment en partenariat SPIR, Process for Planet, où nous allons trouver également des problématiques d'économie circulaire. Je vous remercie de votre attention, et puis nous sommes en mesure de répondre à quelques questions. Alors j'en ai vu une notamment qui concerne la possibilité d'utiliser la vapothermolyse pour récupérer des fibres de verre. Alors un collègue d'Albi a répondu, juste pour compléter, c'est peut-être moins intéressant, et là bon, on peut aussi regarder ce qui se passe pour des pales d'éoliennes notamment. C'est peut-être moins intéressant compte tenu de la valeur des fibres de verre par rapport à des fibres de carbone. Mais là, je crois que c'est un débat qui est aujourd'hui ouvert sur ce sujet. Alors, il y avait d'autres questions. Non, je n'ai pas vu d'autres questions que celle de Delphine Garnier. Je me tourne vers les deux rapporteurs qui sont encore connectés, puisque Véronique Michaud était obligée de nous quitter. Elle ne voulait pas écouter Yves, qu'elle connaît trop bien peut-être. Donc, Abderradine Bouden et Jean-Claude Grandidier, est-ce que vous avez une ou deux questions, ou c'est bon pour vous, tout était très clair? J'ai juste une question. Dans le groupe IMT, est-ce qu'il y a un endroit où des études ont été lancées sur le fait que chaque développement qui est mené, chaque nouveau matériau, chaque nouvelle technique a un coût en CO2, un coût en développement, et que finalement l'effort que l'on mène aujourd'hui en recherche sur un certain nombre de matériaux, demain, quand on va vouloir les mettre dans les chaînes réelles
et comme vous êtes proche de l'industrie, je pense que ça prendrait tout son sens. Quand vous voulez les injecter dans une chaîne réelle, vous vous dites que finalement, prendre les matériaux qui existent aujourd'hui, les brûler et traiter les fumées, c'est quelque chose qui aurait tout son sens comparativement à l'effort que l'on amène pour introduire des matériaux très complexes. Alors, évidemment, ce que je veux dire, c'est d'avoir des études menées au sein en transversalité, puisque là c'est le cas, avec des personnes peut-être autres que des gens, que des mécaniciens, pour se poser sur les recherches que vous conduisez, se poser à chaque fois la question de se dire est-ce que finalement, dans un applicatif industriel, ça vaudra le coup ou pas? Alors, moi, je peux vous répondre par rapport à de l'évaluation de coût environnemental, et je peux vous donner un exemple. Il s'agit d'un projet européen qui a été mené par IMT Minales avec différents partenaires, notamment italiens. C'est un projet qui s'appelle Polybioskin, donc il y a un site web que vous pouvez parcourir, et nous avons été chargés du work package sur l'évaluation environnementale. Et à l'intérieur de ce work package, il y avait une partie analyse de coût environnemental. Donc il est totalement légitime de se poser la question de savoir si des nouveaux matériaux qu'on peut développer sont vertueux, sont réellement vertueux du point de vue environnemental. Et là, on peut avoir des surprises même avec des matériaux biosourcés, puisque là, c'était le cas. Hein, c'était des biopolymères en contact avec la peau. Et également sur des aspects de coût. Donc ce type d'approche est à mon avis essentiel et devrait être davantage développé dans les projets menés par les centres de recherche IMT. Merci. Oui. Je complète sur les matériaux métalliques. Ça, c'est vraiment un manque, je dirais. Ça, c'est un très très beau projet parce que on est guidé sur l'aspect environnemental par nos partenaires industriels, les élaborateurs, ceux qui utilisent. Bon, mais malgré tout, dans l'éco-conception, c'est encore. Enfin, il y a tellement de travail à faire, tellement de travail à faire. Donc là, ça serait un formidable projet pour les matériaux métalliques. D'avoir au départ, dans nos recherches, on est bien sûr guidé par l'économie des éléments critiques, mais concevoir un nouvel alliage, on est bien aidé par la thermodynamique, par les sciences, mais l'éco-conception, ça reste encore un grand, grand projet. Merci. Bon, je présume que nous n'avons pas d'autres questions. En tout cas, je n'en ai pas vu passer dans la conversation. Donc, merci à Denis et José-Marie pour ce panorama très riche et qui, j'espère, a intéressé tout le monde.